« 17 août 2006, à Pékin. Regardez bien ce document. L'engin, en forme de disque, semble immobile au-dessus des toits de la ville. Et à présent, soyez très attentifs. Même séquence au ralenti. Une telle accélération semble impensable pour un engin de fabrication humaine. Ses occupants n'y résisteraient pas. Mais de quoi s'agit-il? La question reste ouverte. Pour la première fois, le phénomène OVNI face à la science. Une institution prestigieuse, le CNES, l'Agence spatiale française, nous a ouvert ses portes et ses dossiers. S'il s'agit d'engins venant d'un autre monde, comment ont-ils traversé les gouffres de l'espace? S'ils viennent vraiment d'un autre monde, pourquoi leurs pilotes semblent-ils nous fuir? Les ovnis carte sur table. Où sont les vérités? Où sont les illusions? Bienvenue à tous. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'un des mystères les plus controversés de notre temps. Une question qui soulève d'innombrables débats, parfois enflammés, et ce, depuis plus d'un demi-siècle, sans qu'à ce jour, aucune conclusion définitive n'ait encore pu être apportée. Il s'agit de ce phénomène énigmatique, connu sous le nom d'objets volants non identifiés, les ovnis. Mais de quoi s'agit-il? D'un incroyable complot, d'illusions d'optique, de croyances collectives, ou encore d'autres choses? Ce phénomène multiforme semble échapper à toute tentative de classification scientifique. Pourquoi? Essentiellement parce que les observations de ces mystérieux objets, aperçus dans le ciel, parfois à terre, sont toujours uniques, incertaines, fugaces, sujettes à caution. En bref, on ne peut pas les reproduire pour les étudier scientifiquement. Et pourtant, les témoignages s'accumulent par dizaines de milliers. Alors pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons donc proposé à une institution scientifique, le Centre national d'études spatiales, le CNES, d'ouvrir pour nous les nombreux dossiers dont il dispose et qui ont été étudiés, archivés depuis des années. Et pour la première fois à la télévision, avec les chercheurs du CNES, nous allons donc réfléchir ensemble à cette énigme tenace. Pourquoi, après plus de 60 ans, les ovnis demeurent-ils toujours aussi mystérieux? Est-il seulement possible d'apporter une réponse à cette question? Pour commencer, nous proposons de revenir sur un événement qui a eu un très grand retentissement. La mise en ligne par le CNES des archives du GEPAN, le service chargé d'enquêter depuis plus de 30 ans sur les ovnis. Service que le CNES a rebaptisé PAN, Phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'était le 22 mars 2007. Première étape de notre enquête, la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est là qu'a été réalisée une exposition complète sur le phénomène OVNI. Et nous y avons trouvé une foule de choses. Un intérieur de vaisseau spatial, des extraterrestres à profusion, et même cette reconstitution d'un bureau d'enquête sur les ovnis inspiré par le GEIPAN de l'Agence spatiale française. Jacques Arnoux, membre du CNES, a participé à la mise en ligne des fameuses archives. Une journée historique. Alors nous l'attendions cette journée du 22 mars parce qu'on avait déjà des avant-bruits, des signes avant-coureurs que ça risquait de provoquer un grand intérêt. Donc à 10h, conférence de presse, on présente le site, tout va bien, le site est ouvert au public et puis la conférence de presse termine vers 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Une heure après, catastrophe, le site du GEIPAN avait sauté à cause de trop de connexions et le site du CNES avait lui-même sauté. Les internautes, ils cherchaient à savoir ce qu'il y avait là-dedans. C'est pas le GEIPAN, mais c'est un fac-similé. Qu'est-ce que vous cachez depuis 30 ans? En fait, on ne cachait rien, simplement, on ne communiquait pas. Donc désormais, allez-y, c'est ouvert, vous allez regarder. Alors, que trouve-t-on dans ces archives? Des milliers de témoignages émanant de toutes les régions de France.
Parmi eux, les plus troublants sont ceux des pilotes. Leur formation leur a donné une bonne connaissance des phénomènes qu'on observe dans le ciel, et donc une bonne aptitude à distinguer le vrai du faux. Voici Jacques Crine, ancien pilote de chasse sur Mirage 3. Son observation, une des plus célèbres au-dessus du territoire national, date de 1973. Nous étions en mission d'interception de nuit, à bord de Mirage 3, qui étaient les avions assez pointus de l'époque, avec surtout équipés de radars de tir, qui nous permettaient de faire des rassemblements de nuit, nous entraîner à cet exercice. Et au moment, en fin de rassemblement, où nous étions guidés par un radar au sol, apparaît dans notre trajectoire quelque chose qui ressemblait a priori à l'avion de ligne, c'est-à-dire un fuselage assez long avec des hublots et des lumières intérieures. Donc j'appelle le contrôle au sol. J'écoute là, c'est pas bon, on va avoir un airmiss, on va se faire engueuler. Il dit non, moi j'ai rien sur le radar. Confirmé. Alors je demande aussi à mon équipier qui me confirme ce que je voyais. Effectivement, il confirme comme moi qu'on voyait passer disons, un objet en vol qui était dans notre trajectoire et qui ressemblait a priori à un avion de ligne. Et effectivement, dernière vision que j'ai, ça ressemblait un peu à la forme d'un ballon de rugby, pointé au debout, 7 ou 8 hublots, assez grand et très très éclairé de l'intérieur. Je me rappelle, il y avait une lumière très très blanche qui n'éblouissait pas mais très éclairée. Et au moment où on se rapproche à une distance que peut-être c'était une distance de sécurité pour lui, il disparaît dans l'espace avec une vitesse, disons, de microsecondes. Il accélère de rien et il disparaît sur une trajectoire de 2 ou 3 degrés dans notre horizon. Et il nous laisse sur place. Et je me rappelle l'image que j'ai eue, c'était les Dupont qui étaient dans le désert sur notre Jeep, qui se sont doublés par une voiture, il y en a qui descendent, il dit pourquoi on est arrêté. Enfin, c'était l'impression qu'on avait. Ça nous a posé sur place. Dans l'idéal, les pilotes sont censés rapporter leurs observations à leur hiérarchie, dont le rôle est de les transmettre ensuite au GEPAN. Pourtant, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Il y a un problème d'autocensure, oui, parce que les pilotes, de par leur métier, sont soumis à une surveillance médicale et psychologique relativement serrée et forte, et beaucoup de pilotes effectivement évitent d'en parler, ou alors n'en parlent que quand ils sont à la retraite ou quand ils ont quitté l'activité. Pendant 11 ans, Jacques Crine a gardé le silence sur son observation. Et il s'en explique aujourd'hui sur le petit aérodrome de Logne devant d'autres pilotes. Oui, mais pardon, mais vous en avez parlé dans le cadre de votre famille, par exemple, à des proches? Non. Non? Non, non. Même pas des proches. Non, non. Ben, ça paraissait tellement gros. C'est ça la timidité ou la pudeur qu'on peut avoir. Oui. Parce que le regard des autres et le candidaton, c'est quand même fort. Et ceci, les ovnis, on en parle depuis longtemps, je veux dire. Et à chaque fois que il y a une réaction qui est très forte émotionnellement, vous passez pour un rigolo, quoi. Je veux dire, c'est surtout ça, c'est la déconsidération. Nos grands savants qui ont tous, à un moment ou à un autre, eu à en savoir, dans le contexte de leur boulot, ils se mettaient au banc, si vous voulez. Parce qu'il y a un mode de pensée qui est très strict. Et ça touche quelque chose qui va au-delà, je dirais, au-delà du rationnel. Un autre témoignage très troublant a eu lieu en 1973. Il émane d'un pilote d'Alouette 2, un pilote militaire. Alors c'est pour ça, sans doute, qu'il a voulu garder l'anonymat. Heureusement, il nous a confié son récit, par écrit. Et nous allons ensemble tenter de savoir comment les choses se sont passées. Dans l'hélicoptère à côté d'Igor, Stéphane Caplier. Il est passionné depuis longtemps par la question des ovnis. Et il va nous lire le témoignage transmis par le pilote que nous appellerons Pierre. Pierre était un jeune pilote de l'aviation légère de l'armée de terre du 3e groupe d'hélicoptères légers. À bord de son Alouette 2, il effectuait un vol entre Rennes-Saint-Jacques et Caen. Tout d'un coup, il tourne la tête et il se rend compte que l'hélicoptère est doublé par un immense dirigeable, long comme un paquebot, je cite, sans hublot, sans lumière, sans fumée, sans aucune perturbation instrumentale. Qui se déplace donc plus vite que lui à ce moment-là? Bah, tout à fait, puisque après une observation de plus d'1 seconde, il contacte la tour de contrôle de Caen, et le contrôleur voit lui-même un écho-radar. Il confirme? Oui, tout à fait. Il voit un écho-radar traverser l'écran du nord au sud et à très grande vitesse. Oui. Alors, pour le pilote, c'est un ovni au sens extraterrestre. Oui. Au niveau des mesures, il voit quelque chose de 200 à 300 mètres de long, oui. Quelque chose de gris terne, une épaisseur très importante, pas de bruit. Alors, des bouchins vifs comme un dirigeable. Je ne sais pas ce qu'il entend par bouchin. Ouais, bouchins, ce sont les nervures à la surface de la coque du dirigeable. Voilà, donc c'était assez pointu à l'avant comme à l'arrière.
Et en plus, ils disent qu'ils n'ont pas eu peur sur le coup, mais que par la suite, évidemment, ils étaient un peu tendus. Alors ils précisent, mais on les croit sur parole, qu'ils n'avaient pas bu ni consommé de drogue, surtout dans l'armée, et qu'ils n'avaient rien à vendre ni à proposer, qu'ils souhaitaient faire aucun effet d'annonce. Et ça, c'est lui qui le dit, tout ça. Oui, c'est lui tout ça, entre guillemets, que ses propos sont véridiques, incroyables, il le sait, mais véridiques. Alors, confronté à un phénomène aussi multiforme, aussi mystérieux que le phénomène OVNI, eh bien, la seule démarche consiste évidemment à adopter une démarche scientifique. C'est ce qu'on fait au GIPAN, à l'intérieur du CNES, depuis plus de 30 ans. On a accumulé quantité de dossiers, des analyses, des investigations qu'on a menées sur le terrain. Et on a donc classé ces phénomènes en 4 catégories. D'abord, en A, on a trouvé des phénomènes parfaitement expliqués, parfaitement identifiés. Ensuite, en B, on va rassembler les phénomènes probablement identifiés. En C, on va considérer que le rapport est incomplet et qu'on ne peut donc pas se faire une opinion. Et enfin, en D, on va rassembler les phénomènes réellement inexpliqués. Mais avant cela, tout de suite, quelques exemples de faux ovnis. Commençons par une histoire insolite classée en B, c'est-à-dire les phénomènes probablement expliqués. Cet objet est tombé du ciel le 25 février 1985 et il a creusé un trou de belle taille au milieu d'un champ, dans la région de Royan. 2 paysans sont témoins du phénomène. L'objet a atterri devant leurs yeux, dans le champ, à une trentaine ou une cinquantaine de mètres, et après plusieurs rebonds, s'est stabilisé. Les 2 personnes se sont approchées de cet objet, qui semblait encore très très chaud et fumant. Ils se sont décidés à appeler la brigade de gendarmerie locale, qui est venue sur les lieux, et ils sont arrivés à peu près 1h30. L'objet était froid, donc ils ont pu s'en approcher. Le premier aspect visuel, je dirais, de l'objet, c'était quelque chose qui ressemblait à de l'oxyde de fer, gros granuleux, sous la forme d'un cylindre, de 50 à 60 cm de long sur 15 cm de diamètre, avec aucune marque extérieure apparente. Donc cet objet a été récupéré par la brigade de gendarmerie. Il a été expertisé à la demande des gendarmes par des laboratoires du coin, spécialistes en armement, qui n'ont reconnu derrière cet objet aucun missile, aucune arme connue à l'heure actuelle. Aussitôt, les gendarmes alertent le GEPAN de l'époque, service chargé d'enquêter sur les ovnis. Et le résultat ne tarde pas. Il s'agit d'un morceau de satellite artificiel russe qui s'est consumé dans l'atmosphère. Affaire classée donc. Et pourtant, l'histoire rebondit 3 ans plus tard, quand le GEPAN, qui a récupéré l'objet, en confie l'expertise à un laboratoire de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Donc ça a été découpé, tout ça. Bon, l'objet avait certains orifices qui présentaient des marques de combustion supposées, etc. Et en ouvrant tout ça, on s'est aperçu, ce laboratoire s'est aperçu qu'il y avait différentes inscriptions là-dessus. Et donc dans la base à l'intérieur, qu'on ne pouvait pas voir au départ, on s'est aperçu qu'il y avait quelques numéros avec un insigne qui a été identifié comme l'insigne allemand du Troisième Reich, c'est-à-dire l'aigle avec la croix gammée dessous. Alors donc l'interprétation évidemment qui a été la plus répandue immédiatement à l'époque, c'était un morceau de satellite espion allemand. Un satellite nazi dans l'espace. Il est vrai que vers la fin de la guerre, les Allemands, dans leur base de Peenemünde, avaient expérimenté de nombreuses armes nouvelles, dont les célèbres V2. Mais de là à envoyer un engin dans l'espace, ils n'en étaient certainement pas capables. On fait alors intervenir le principe de raison suffisante,